Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 7 septembre 2022. Dans les informations de ce jour, page politique. Parmi les priorités de l'Union européenne à Madagascar pour les 4 ans à venir figurent le développement rural, la gouvernance, l'énergie, la santé mais aussi l'éducation, selon le nouvel ambassadeur de l'Union européenne aujourd'hui durant la présentation de ce lettre de créance au président de la République au palais d'État d'Iavlou. Un portefeuille de 325 millions d'euros sera débloqué pour la réalisation de ces priorités. Reportage sur les images de Yves Janel. L'Inde montre son soutien et son appui pour Madagascar, surtout dans les moments difficiles, à travers l'octroi de 5000 tonnes de riz pour aider les personnes victimes des dernières intempéries qui ont sévi dans le pays dernièrement. Plus de 178 000 hectares de rizières ont été ravagés par les inondations et les 4 cyclones. Ainsi, le pays fait face à des difficultés dans la production de riz. L'État a déjà fourni les efforts nécessaires pour soutenir les victimes à travers les aides sociales, selon le chef de l'État. Les aides de l'Inde les complètent. Le président de la République a également affirmé que ces riz seront distribués aux familles les plus touchées par les intempéries à partir de la semaine prochaine. Il a assuré que ces riz arriveront bien à destination. Le chef de l'État a aussi renforcé sa reconnaissance envers le gouvernement indien et à l'ambassadeur pour les dons de bicyclettes qui ont été reçus récemment. Ces bicyclettes aideront les enfants dans les milieux ruraux qui doivent faire des kilomètres pour aller à l'école. Ainsi, ils seront distribués aux enfants qui ont un bon résultat scolaire afin de les motiver, souligne le président malagasy. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, votre mission à Madagascar touche à son terme. Mais sachez que ces dernières années ont particulièrement marqué la coopération entre nos deux pays, car vous êtes toujours personnellement impliqués dans la concrétisation des projets ayant des impacts concrets dans l'amélioration de la vie de la population. Et pour cela, nous vous remercions grandement, monsieur l'ambassadeur. Vous avez quitté Madagascar, ce pays pour lequel vous avez beaucoup fait et auquel vous vous êtes attaché. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre parcours professionnel et diplomatique. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu à Madagascar. Restons toujours au palais d'État d'Iavlou. Le président Andrzej n'a reçu officiellement aujourd'hui dans ce palais d'État d'Iavlou les 5000 tonnes de riz en provenance de l'Inde pour venir en aide aux victimes des dernières intempéries dans le pays. L'ambassadeur indien les a remis officiellement. L'Inde figure parmi les pays qui répondent toujours présents à l'appel de Madagascar, surtout dans les moments difficiles, souligne le chef de l'État. Il a également assuré que ces riz parviendront aux familles à qui ils sont destinés. Reportage toujours sur les images d'Yves Janel. L'Inde montre son soutien et son appui pour Madagascar, surtout dans les moments difficiles, à travers l'octroi de 5000 tonnes de riz pour aider les personnes victimes des dernières intempéries qui ont sévi dans le pays dernièrement. Plus de 178 000 hectares de rizières ont été ravagés par les inondations et les 4 cyclones. Ainsi, le pays fait face à des difficultés dans la production de riz. L'État a déjà fourni les efforts nécessaires pour soutenir les victimes à travers les aides sociales, selon le chef de l'État. Les aides de l'Inde les complètent. Le président de la République a également affirmé que ces riz seront distribués aux familles les plus touchées par les intempéries à partir de la semaine prochaine. Il a assuré que ces riz arriveront bien à destination. Le chef de l'État a aussi renforcé sa reconnaissance envers le gouvernement indien et à l'ambassadeur pour les dons de bicyclettes qui ont été reçus récemment. Ces bicyclettes aideront les enfants dans les milieux ruraux qui doivent faire des kilomètres pour aller à l'école. Ainsi, ils seront distribués aux enfants qui ont un bon résultat scolaire afin de les motiver, souligne le président malagasy. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, votre mission à Madagascar touche à son terme. Mais sachez que ces dernières années ont particulièrement marqué la coopération entre nos deux pays, car vous êtes toujours personnellement impliqués dans la concrétisation des projets ayant des impacts concrets dans l'amélioration de la vie de la population. Et pour cela, nous vous remercions grandement, monsieur l'ambassadeur. Vous avez quitté Madagascar, ce pays pour lequel vous avez beaucoup fait et auquel vous vous êtes attaché.
Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre parcours professionnel et diplomatique. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu à Madagascar. Dans les actualités de ce jour également, un civil employé en tant que serveur au sein de l'Académie militaire d'Antsirabe a perdu la vie hier après être accusé de vol par les élèves officiers. Ce jeune homme de 28 ans a été pris chez lui vers 3 h du matin. Il a été roué de coups. Sa famille n'a su son décès qu'hier après-midi. Les détails avec James Ranjanarman, notre correspondant à Antsirabe. C'était hier vers 3 h du matin qu'un civil travaillant au sein de l'Académie militaire d'Antsirabe en tant que serveur a été appréhendé chez lui par 6 élèves. C'est vers l'après-midi d'hier que la famille a su qu'il avait perdu la vie après être accusé de vol de matériel par des élèves officiers. Pourtant, sa famille affirme que ce jeune homme avait la confiance de tous les élèves depuis toujours. Selon toujours la famille, ce jeune homme avait été violenté et roué de coups. Son corps est actuellement veillé à l'Académie militaire d'Antsirabe à la demande de ses collègues. L'enquête est en cours actuellement. Ce jeune homme a laissé une veuve et un orphelin de 10 mois. Et si le Kéré sévit dans la partie sud du pays, la population de la partie sud-est est aussi victime du Sakave, notamment dans la commune rurale d'Indouaran, dans le district de Vunjouz, région Atsim-Atsnan actuellement. Une famine due aux séquelles laissées par le cyclone Batsirai et Mnati. Ces intempéries ont ravagé les cultures cause du Sakave ou la malnutrition selon la population. De ce fait, la base de l'alimentation a changé pour la population du sud-est. Anienne Martina nous en dit plus. Les habitants de la commune d'Indouaran, dans le district de Vunjouz, région Atimotsnan, n'ont pas encore pu se redresser économiquement et sont victimes de la malnutrition. Ils mangent des patates et des ringchi, une sorte de plante qui est devenue la base de l'alimentation de certains des habitants de la commune, selon les explications. La population qui vit de l'agriculture est victime du Sakave. Des projets ont été mis en œuvre par l'État, comme la distribution de semences après le passage des cyclones, mais les difficultés persistent. Les cultures n'arrivent pas à terme car les habitants les mangent précocement à cause du manque de vivres, selon les témoignages des bénéficiaires des projets. La population a déjà reçu les aides sociales, comme les Tuskafamen venant de l'État et les aides d'urgence. Pourtant, c'est maintenant que les séquelles se voient surtout pour les paysans qui n'ont pas pu avoir de récolte à cause de leur culture ravagée, selon le maire de la commune. Les matériels et les semences sont ceux dont la population a besoin, selon les explications, afin qu'ils puissent redresser leurs moyens de subsistance, qui est l'agriculture. Et les 3 taïkonautes chinois de Shinzu 14 se sont entretenus pour la première fois hier avec des jeunes du continent africain depuis l'espace. Des jeunes se sont rassemblés au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie, et d'autres ont suivi cette interaction via visioconférence. Les jeunes malagasy ont également pu suivre et participer à cet événement intitulé Dialogue avec les taïkonautes à l'école Le Petit Nice Swavmbaok hier après-midi. C'est un reportage de Mir Bulatsferan. In May 2022, China launched cargo spacecraft Tiangong ou Palais Céleste, c'est le nom de la station spatiale chinoise. 3 nouveaux taïkonautes, Chendang, Liuang et Saisue, sont arrivés le 5 juin dernier à la station spatiale chinoise. Ils devraient y séjourner 6 mois, c'est-à-dire avant la fin de cette année. Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la coopération entre l'Union africaine et la République populaire de Chine, les taïkonautes de la mission chinoise Shenzhou 14 ont interagi avec le continent africain depuis l'espace. Ils ont discuté avec des jeunes de 8 pays qui se sont rassemblés au quartier général de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne d'Addis Abeba. Les astronautes chinois ont répondu aux questions des étudiants concernant leur carrière et leur vie dans la station spatiale de Chine. Ils y sont également menés quelques expériences. L'événement vise à engager la jeunesse de l'Afrique dans des discussions concernant l'exploration spatiale. Les jeunes malagasy se sont également joints à cet événement et se sont réunis hier à la première classe Confucius de Madagascar, à l'école Le Petit Nice Swavmbaok, là où presque tous les événements sino-malagasy dédiés aux collégiens et aux lycéens se tiennent. Entre l'espace et la terre et la pesanteur.
Cet événement est d'une activité de dialogue entre les taïkonautes chinois et les jeunes africains en vue d'inciter les rêves des jeunes africains pour devenir des futurs astronautes qui pourraient travailler dans l'espace pour exploiter le cosmos et partager avec l'humanité. Donc c'est un événement co-organisé par la Chine et l'Union africaine pour célébrer aussi l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Union africaine et la Chine. Voilà, je crois que c'est une présentation brève de cet événement. China launched its manned space program with a three-step strategy. Il est à noter que le programme Shenzhou, ou vaisseau divin en chinois, est une capsule spatiale chinoise qui a été la première à amener un taïkonaute en orbite. D'ailleurs, la Chine envoyait un de ses concitoyens dans l'espace pour la première fois le 15 octobre 2003. Shenzhou 5 fut donc le premier vaisseau à envoyer des vrais humains parce que pour le Shenzhou 1, le vol de test fut non habité. Shenzhou 2 à 4 envoyaient soit un animal, soit un mannequin. Aujourd'hui, à Shenzhou 14, 3 taïkonautes sont actuellement dans l'espace et ils y resteront jusqu'en décembre 2022. Ainsi, la station spatiale devrait être finalisée d'ici la fin de l'année avec l'arrivée d'un troisième et dernier module qui se veut être plus stable, plus puissant et bien équipé. Toujours dans cette page sociale, Anjouy Miaftse, un projet qui vise à mettre une société en paix et responsable à travers des tournées régionales effectuées par l'association AMM. Cette dernière regroupe les natifs d'Anjouy, Anos, Menabe qui migrent dans les autres régions. Ces natifs doivent ainsi mettre en œuvre des dialogues afin d'éviter les conflits, selon la députée de Tsiumbe Anjouy, Mas Goulamali. Reportage. L'association AMM ou Anjouy Miaftse Malak effectue des tournées dans tout Madagascar pour permettre des échanges entre la population de l'Anjouy qui s'implante dans les autres régions avec les populations locales. Le but est de voir également le côté social de ces natifs du sud du pays pour éviter les conflits au sein de la société. Mettre en place une culture commune figure aussi parmi les objectifs selon la présidente des natifs d'Anjouy, Atoa Massen. Au programme de cette tournée également, la rencontre avec les natifs de l'Anjouy qui étudient au sein de l'université afin d'être au fait de leurs aspirations et de leurs besoins, selon la présidente fondatrice de l'AMM. L'association partira pour son Mandid après Maadzang et Tuamas où la tournée a débuté. Et dans les actualités internationales de ce soir, après les pluies diluviennes, un tiers du Pakistan se retrouve sous les eaux. La situation pourrait encore se détériorer, craignent les habitants qui se sont évacués quotidiennement dans la province de Sindh. France 24 nous en dit plus. Le Sindh, une province engloutie. Des centaines de villes et de villages sont submergés et les inondations continuent de s'étendre. Chaque jour, ce sauveteur va porter secours aux habitants qui sont pris au piège. Sous cette eau, l'autoroute de l'Indus dans le district de Dadou, en partie inondée. Cette ville submergée n'a pas été entièrement évacuée. C'était un marché très fréquenté sur la route principale. Les voitures passaient par ici pour aller à l'intérieur du Sindh. Cela fait 5 jours que nous secourons des gens d'ici, que nous les emmenons dans des endroits sûrs. L'eau, au lieu de diminuer, monte de plus en plus chaque jour. Le bateau des sauveteurs se remplit en quelques minutes. Nous n'avions jamais imaginé qu'il pouvait y avoir une telle quantité d'eau. Au départ, il y a eu de la pluie et la ville a été inondée. Puis il y a eu les inondations à cause des rivières en crue. Nous avons évacué notre famille, mais quelques hommes vivent encore ici pour veiller sur nos biens. Parce que la nuit, des voleurs viennent sur des bateaux et ils pillent les maisons abandonnées.
Nous n'avons pas d'électricité, il y a beaucoup de moustiques. L'eau est entrée dans les maisons et nous n'avons pas de nourriture, ni d'eau potable ici. À 80 km de là, la plus grande étendue d'eau douce du Pakistan, le lac Manchar, un lac utilisé pour le stockage de l'eau mais qui aujourd'hui déborde. Ces vannes sont soumises à une forte pression, des milliers d'habitations sont menacées. Quand nous voyons le niveau de l'eau et l'état des vannes, notre cœur s'arrête de battre. Ce n'est pas de l'eau, c'est une bombe qui est sur le point d'exploser. Cela va inonder les districts de Dadou et Sewan où se trouvent nos maisons. Nos familles sont terrifiées, nous ne savons pas où aller ni que faire de nos biens. La peur de la population s'intensifie alors que le niveau de l'eau continue de monter dans certaines parties du pays. Inflation à deux chiffres, menace de récession et crainte d'un dérapage de la dette avec l'envolée des taux d'intérêt. Les signaux de l'économie sont au rouge alors que Liz Truss fait son entrée à Downing Street. France 24. Après les célébrations, place désormais au travail pour Liz Truss. Car elle le sait, son arrivée au pouvoir rime avec une inflation record depuis 40 ans au Royaume-Uni, plus de 10% au mois de juillet. Brexit, pandémie de Covid-19 et désormais guerre en Ukraine, depuis plusieurs mois les prix des aliments s'envolent, ceux de l'énergie aussi. En avril, les factures de gaz et d'électricité des Britanniques ont augmenté de 54%, une hausse qui devrait atteindre 80% en octobre. Les plus pauvres se demandent comment ils vont faire pour passer l'hiver. La nouvelle première ministre, elle, dit avoir une stratégie. Je vais présenter un plan audacieux visant à réduire les impôts et faire croître notre économie. En ce qui concerne la crise énergétique, je vais aussi m'occuper des factures des gens. Selon plusieurs médias britanniques, son gouvernement entend geler les factures d'énergie des ménages, et ce pendant 18 mois. Coût de la mesure, 130 milliards de livres. Reste à en définir le financement, car dans le même temps, Liz Truss l'assure, elle veut baisser les impôts. Autre défi et pas des moindres, calmer la profonde grogne sociale qui agite le pays. Cet été, cheminots, postiers et dockers ont massivement fait grève, paralysant le pays, du jamais vu depuis 1989. Sur le plan politique, Liz Truss bénéficie d'une confortable majorité à la Chambre des communes, ce qui devrait lui permettre de dérouler son programme sans accroc, elle l'ancienne anti-Brexit, passée dans l'autre camp. Elle sera donc logiquement beaucoup moins en odeur de sainteté en Europe, où ses positions anti-UE font déjà grincer quelques dents. Pour terminer, les actualités internationales, le président du Chili, Gabriel Boric, a profondément remanié son gouvernement. Hier, ses ministres de l'Intérieur, de la Santé, des Sciences, de l'Énergie et le secrétaire général de la présidence ont été remplacés par une des plus grandes cohésions après le non au projet de cette nouvelle constitution. Reportage de France 24. Un profond remaniement ministériel effectué par le président Gabriel Boric. En plus du secrétariat général de la présidence, 4 ministères connaissent du changement à leur tête. Ceux de l'Intérieur, de la Santé, des Sciences et de l'Énergie. Certains ministres étaient sous le feu des critiques pour la gestion de leur portefeuille. Parmi les nouveaux arrivants, des personnalités jugées plus centristes, comme la social-démocrate Carolina Toa, nommée à l'Intérieur. Elle revient au gouvernement 4 ans après avoir participé à celui de l'ancienne présidente de gauche, Michelle Bachelet. Un remaniement synonyme de nouveau souffle, 2 jours après le rejet du projet de nouvelle constitution. Je fais confiance à cette équipe pour mener la réconciliation du Chili avec le processus constitutionnel qui poursuivra son cours en prêtant attention aux revendications des citoyens qui réclament plus de participation, plus de respect, plus de justice et plus d'égalité. Au même moment, près du palais présidentiel, étudiants et lycéens manifestaient pour réclamer plus de moyens pour l'enseignement. Un ministère qui n'a pas fait l'objet de remaniement. Parmi les contestataires, nombreux sont ceux qui ont voté pour changer la constitution datant de l'ère Pinochet. On ne sait pas si les votants ont rejeté la nouvelle constitution à cause de la désinformation ou bien parce qu'ils ne comprennent ni le contexte ni la réalité qui les entoure. Je pense que les étudiants manifestent aujourd'hui car la Constitution ne les concerne pas. Les enfants ne sont pas une priorité dans notre Constitution.
Dimanche, les Chiliens ont rejeté à 61,9% la proposition de nouvelle constitution. Elle devait instaurer de nouveaux droits sociaux, notamment en matière d'éducation, de santé ou encore de logement. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Au revoir.